Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter ce travail sur l'hypertension induite par les antidépresseurs qu'on connaît bien tous, que sont les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, à partir de deux bases de pharmacovigilance, un travail qu'on a eu la chance de publier cette année. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette publication. Comme vous le savez, l'HTA, c'est franchement le cœur de notre métier. Alors c'est certes un facteur de risque cardiovasculaire majeur, mais c'est surtout le premier motif de consultation en médecine générale dans le monde. Très majoritairement, l'hypertension artérielle est essentielle. Elle est parfois secondaire, et dans ce cadre-là, les causes médicamenteuses ne sont pas à exclure, évidemment. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Concernant par ailleurs les patients dépressifs, on sait qu'il y a plus d'HTA non contrôlés chez ces patients-là. Et donc on ne connaît pas trop l'impact des antidépresseurs on connaît l'impact des antidépresseurs sur l'HTA quand on parle d'IMAO tricyclique, mais pour autant, le lien entre les IRS et l'HTA est plus controversé. L'idée ici, c'était de regarder ce lien justement entre HTA et IRS dans deux bases de pharmacovigilance. Et l'idée, c'était de se dire, s'il y a un lien, est-ce que c'est un effet de classe? Dit autrement, est-ce qu'on condamne les IRS comme pourvoyeurs d'hypertension artérielle? Pour tenter de répondre à ça, on a utilisé deux bases de pharmacovigilance qui sont très très complémentaires. Vigibase, qui est la base de l'OMS, qui répertorie toutes les bases nationales en fait de pharmacovigilance, et puis une base plus spécifique qui est la nôtre, la vôtre, la base française. Et on a fait deux travaux complémentaires dans ce cadre-là. Dans Vigibase, on a fait une étude cas non cas, qui est une étude de disproportionnalité. Et puis, dans la base nationale, on a fait juste une description de cas. La base française a un atout majeur, c'est qu'il y a une description clinique réellement des cas qu'il n'y a pas dans les autres bases. L'effet indésirable, puisqu'on regardait évidemment, c'était l'hypertension, codée en classification MEDRAC, une classification classique des effets indésirables. Et puis les médicaments, donc ici les IRS, on a utilisé la classification ATC, qui est une classification là aussi internationale. Concernant la base Vigibase, pour le coup, on a pris tous les cas depuis 1968, quel que soit le statut, avec par ailleurs, donc c'est 17 millions de cas quand même, donc c'est quelques lignes sur un tableau Excel, ce qui peut être un peu compliqué parfois à gérer d'ailleurs, avec quel que soit le statut en fait de ces cas, avec un témoin positif qui était le célicoxib, bien connu pour donner des hypertensions artérielles. Et puis dans la base nationale française, on prenait tous les cas depuis 1985 jusqu'à janvier 2018. Et on gardait les IRS dits suspects avec une imputabilité au moins plausible, c'est-à-dire qu'on gardait les seuls cas pour lesquels le lien entre cet antidépresseur et la survenue d'une HTA était au moins plausible. Dit autrement, on avait une vraie suspicion clinique. Donc dans Vigibase, on a trouvé plus de 14 000 cas qui avaient ce lien. C'était plus souvent chez les femmes, avec une gravité souvent rapportée dans 88% des cas. Ces femmes, elles avaient 55 ans, pardon, je ne l'ai pas dit. Et avec une mortalité globale d'un peu moins de 10%, avec des taux d'hospitalisation assez fréquents, plus de 50%. Et dans 11% des cas, cet effet indésirable déclaré était déclaré comme non grave. Et puis il y avait certaines quand même comorbidités dans ce cadre-là. Ce n'était pas forcément déjà HTA isolé. C'était souvent des patients qui avaient fait soit un infarctus ou un AVC. Et puis par ailleurs, dans 41% des cas, c'était des patients qui prenaient déjà des antihypertenseurs. Dans cette étude cas non cas, qui est une étude de disproportionnalité, vous pouvez rapprocher ça d'une étude cas témoin, où en fait les témoins ici ne sont pas des patients qui prennent le traitement et qui ne vivent de rien. Ce sont des patients qui certes prennent le traitement, mais font l'effet indésirable autre que l'HTA. Et à partir de ça, on a pu montrer en fait que tous les IRS avaient un signal en lien avec l'HTA. Dit autrement, il est potentiellement possible que ces médicaments donnent une hypertension artérielle. Par ailleurs, alors c'était vrai pour l'ensemble de la classe, mais aussi pour chaque médicament. Et puis on validait la méthode avec notre témoin positif qui, pour le coup, était positif. Dans la base nationale, on avait eu 24 cas, ce qui peut être un peu surprenant en fait, vu l'utilisation fréquente de ces traitements, de lien entre l'IRS et l'HTA, avec là aussi une prédominance féminine, avec un âge moyen très proche. Et le délai d'apparition de cette HTA a été entre 1 jour à 4 mois, avec une médiane à 6 jours. Ces cas étaient graves dans plus de 2 tiers des cas. Et
Et dans 42% des cas, les patients étaient déjà traités pour une HTA. Dit autrement, ce ne sont pas forcément des patients qui sont normotendus initialement, qui deviennent hypertendus dans le cadre du traitement, mais ça peut être aussi un déséquilibre de quelqu'un qui est déjà traité, avec une évolution très souvent favorable. Ainsi, l'association entre IRS et HTA, on a tenté de la montrer, et je vais revenir sur ce point, avec un profil de patient assez bien défini. C'est plutôt une femme de 55 ans. Ça peut être dans le cadre d'une HTA de novo, une aggravation d'une HTA connue. Il y a quelques travaux dans ce contexte-là, mais qui sont très discordants. Alors, quand on parle de liens dans le cadre des faits indésirables, il faut quand même se poser la question de la physiopathologie. Dit autrement, on n'est pas là que pour faire la statistique. Quand on a 17 millions de lignes à un moment, les statistiques font qu'on peut avoir des liens qui se font par le hasard. Ils font quand même un peu de rationnel pharmacologique dans ce contexte-là. Et la sérotonine est connue pour être un vasoconstricteur. Et par ailleurs, on sait aussi qu'une inhibition de la synthèse de monoxyde d'azote dans ce contexte. Et donc finalement, on a un vrai rationnel scientifique derrière, fondamental, pour expliquer cette apparition de l'hypertension artérielle. Et puis, par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi, avec ces traitements, une inhibition de la recapture de la noradrénaline, puisque la sélectivité en pharmacologie, c'est quand même quelque chose de très à caution. En tout cas, on se pose beaucoup de questions autour de ça, puisqu'on a vraiment l'impression, enfin en tout cas, on peut dire un peu spontanément que si les médicaments étaient si sélectifs, on aurait probablement moins d'effets indésirables. Notamment dans le cadre, ici, on sait que la venlafaxine, par ailleurs, est un pourvoyeur d'HTA. Donc les forces et les limites dans ce cadre-là, c'est une base de données à grande échelle, puisque là, il y a des cas qui sont rapportés par des médecins, qui sont rapportés par des patients, aussi par des avocats dans d'autres systèmes de santé, etc. Pour autant, c'est une échelle, c'est à grande échelle, puisque tous les pays où sont utilisés ces traitements, dont on dire partout, incrémentent cette base. Puis par ailleurs, c'est une étude Canonca, une étude validée avec l'utilisation d'un témoin positif dans ce contexte-là. Pour autant, se pose toujours la question de la sous-déclaration, puisque seulement 5% des effets indésirables sont déclarés. Donc, quelle est la part de la représentativité dans tout ça? Et puis, évidemment, il y a des données manquantes. Et puis par ailleurs, ici, on ne fait vraiment pas d'association, on regarde juste un signal en fait. On ne peut pas, à partir de ce type d'études, faire un lien direct, fort, causal entre un médicament et un effet indésirable. Par ailleurs, il n'y avait pas d'ajustement. Mais pour autant, alors c'est peut-être pour valider un peu notre point de vue, plusieurs études ont montré qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à faire un ajustement dans le cadre de ces études-là, que ce soit sur l'âge, le sexe, le pays d'origine des cas, etc. Ainsi, il y a probablement un risque d'HTA avec les IRS. C'est peut-être un effet de classe, mais pour autant, même si on n'a pas de certitude, la surveillance doit être accrue pour nous, médecins généralistes, chez les patients dépressifs qui sont traités. En tout cas, il faut avoir cette notion à un moment ou à un autre. Pensez à l'HTA iatrogène de manière plus générale, puisque c'est probablement une des causes du déséquilibre tensionnel chez nos patients. Et puis évidemment, il y a d'autres études à réaliser. On ne peut pas se satisfaire de ce seul travail. Des études populationnelles, probablement aussi des études sur les autres antidépresseurs. Et puis continuer à travailler. C'est pas notre travail, c'est pas notre cœur de métier, nous, en médecine générale, mais la physiopathologie, il faut quand même se poser cette question-là, puisqu'on ne peut pas se satisfaire de quelques études qui sont publiées pour le moment. Je vous remercie. L'honneur de Henri Partouche, la première question. Alors, on a du mal à envisager la quantité des risques liés aux IRS pour l'HTA. Parce qu'au départ, les patients sont les patients d'une base de pharmacovigilance, pas pour HTA, pour autre chose. Pour tout. Donc, le dénominateur, il est énorme. Et on prend cas non cas dans cette base. Donc là, effectivement, on a un risque relatif de 1,7 par exemple, mais on ne sait pas combien avait une HTA dans la base. C'est ça. Oui. Donc si ça se trouve, parce qu'on peut en déduire, les IRS, ça donne de l'HTA, mais on pourrait aussi dire que c'est vraiment minime par rapport à la quantité d'IRS prescrits. Et on n'a pas cette quantité, en risque absolu. On ne peut pas répondre à cette question, en tout cas. Non, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, vous avez raison d'appuyer sur ce point qui fait un peu mal. Quand on se dit qu'on a une grosse base de 7 millions, on va quand même trouver des choses. On va trouver des choses. Ça ne s'appelle pas un lien causal. Ce qu'on va trouver, ça s'appelle un signal. On sait qu'il se passe quelque chose potentiellement.
Mais il faut qu'on le confirme ailleurs, avec d'autres méthodologies, dans d'autres populations, avec des vrais témoins pour le coup, pour voir vraiment ce qui se passe. C'est toute la limite de ce type de méthodologie. Bonjour, Cyril Bègue, Angers, là en bas, toc. Bonjour. À quel point c'est l'IRS ou la dépression qui fait l'hypertension ? Je suis incapable de te répondre. Je suis incapable de te répondre, et pour autant, finalement, c'est une des questions qu'il faut se poser, effectivement. Mais est-ce que c'est pas une part d'anxiété aussi là-dedans, puisque les patients dépressifs sont aussi souvent des anxieux, et donc finalement des anxieux, mais aussi au sens physiologique du terme, du stress en fait. Donc avec la décharge d'adrénaline et la poussée tensionnelle qui va avec. Mais effectivement, tu as raison. Ça me rappelle quand même la relation HTA et prednisone, corticoïde. On nous avait dit que c'était dose dépendante. Est-ce que cette relation HTA et IRS n'est pas dose dépendante ? Je ne peux pas vous répondre de ça en fait, puisque les cas, et c'est une des limites de ces grandes bases de données, c'est vraiment de la big data. Alors c'est très séduisant sur le papier en disant qu'on va avoir beaucoup de cas, et donc on va voir pas mal de choses, mais souvent ce sont des cas assez mal décrits, et donc on n'a pas la posologie quotidienne en fait. On ne sait pas combien ces patients prennent de traitement. La seule notion qu'on a, c'est on sait si on est dans du surdosage ou pas. C'est-à-dire qu'on sait si on est dans le cas d'une intoxication médicamenteuse volontaire ou pas, mais c'est tout. Mais on est incapable de dire, à partir de ces bases-là, quelle est la posologie quotidienne.